Et typiquement, on a une conviction très forte chez Partout, c'est dans quelques années, les gens n'iront plus sur les sites internet pour acheter, commander et réserver. Ils feront ça sur des plateformes telles que Google, Facebook, Insta, WhatsApp, Apple. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est les aider à s'adapter à ce grand changement, parce que c'est un énorme changement quand même. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton levier? Aujourd'hui, on reçoit Thibaut et Thibaut, les co-CEO de l'entreprise Partout, un software de gestion de réputation et de référencement en ligne, présent sur 150 pays. On va découvrir avec eux comment ils ont réussi à créer des valeurs fortes d'entreprise, tout en ayant une culture commerciale avec des résultats exceptionnels. Bonjour Thibaut et Thibaut, donc vous êtes co-CEO de l'entreprise Partout, donc un SaaS en fait qui digitalise les points de vente et les commerces. Aujourd'hui, vous faites près de 25 millions de chiffres d'affaires, vous êtes présent dans plus de 150 pays, vous avez beaucoup de collaborateurs et surtout vous avez une plateforme qui a de plus en plus de fonctionnalités, une très belle croissance et beaucoup de clients aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter Partout? Oui, enchanté. Moi, je suis Thibaut Lévy-Martin et je suis le fondateur et co-CEO de Partout. Et moi, donc, je suis le deuxième Thibaut. Donc, je suis co-CEO aussi. J'ai rejoint Partout en 2017. Au départ, en tant que directeur financier, directeur d'opération. Et après, on a formé un duo à la tête de Partout 1 an et demi plus tard. Ouais, aujourd'hui, je vous vois beaucoup, tous les deux ensemble. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous travaillez beaucoup, très bien ensemble. Est-ce que vous, peut-être je commence là-dessus, puisque vous êtes deux. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé dans votre croissance, le fait d'avoir cette relation, entre guillemets, tous les deux, d'association ou presque, entre guillemets, dans la croissance de l'entreprise? Je pense que ça a été assez déterminant parce que la manière dont on répartit les tâches avec Thibaut, c'est que moi, je suis beaucoup tourné autour de la croissance à venir, nos futures opportunités, marchés, produits, etc. Et lui, il est plutôt sur la partie comment s'assurer que tout scale et fonctionne bien et tienne dans la durée, quoi. Sur les ops et sur une partie vision et plus ops delivery. En fait, je pense que pas mal de startups, t'as toujours, quand tu es CEO, tu as toujours deux temporalités. Tu as une temporalité, comment tu fais pour que tu ne plantes pas à horizon 4-5 ans, et aussi comment tu fais pour faire ton année, quoi. Et donc moi, je vais gérer plutôt toute la partie plutôt scale. Donc ça va être faire en sorte que tout fonctionne bien sur l'année en cours. Et Thibaut il va plutôt être ce qu'on appelle entrepreneur starter. Et donc en fait, il va restarter des nouvelles choses chez Partout. Donc dans tous ce qui est nouveaux produits. Et après, on a fait des nouveaux segments clients, des nouveaux pays, etc. Et ouais, on bosse bien ensemble parce qu'on a aussi des compétences très complémentaires, même des caractères très différents. Et donc c'est assez cool de travailler avec quelqu'un où on s'apprend mutuellement, quoi. Je vais juste revenir sur quelques chiffres avant d'aller sur exactement ce que vous faites. J'ai l'impression que, je vois vos chiffres que vous communiquez de MRR qui sont assez exceptionnels, je pense, pour des sociétés SaaS. Quel type de croissance vous avez vu ces dernières années? Donc là, on fait 25 millions d'euros d'ARR et sur l'année 2022, on a fait 70% de croissance. Et c'est à peu près ce taux de croissance qu'on a depuis un moment, c'est entre 70 et 100% grosso modo, quoi. D'accord. Et vous pensez que vous allez pouvoir maintenir ce taux de croissance jusqu'à à peu près combien d'ARR? Alors, c'est de plus en plus dur. À mesure qu'on grossit, c'est quand même de plus en plus difficile de maintenir les taux équivalents. Mais non, mais je pense que maintenir un taux de croissance au-delà de 50% pendant encore plusieurs années, c'est clairement nos ambitions. On est sur un marché qui est énorme. On a un produit qui est vraiment génial par rapport à nos clients. Ils en ont vraiment besoin. Donc, on n'est pas tellement inquiet par rapport à ça, quoi. C'est plus un sujet d'exécution que de demande en réalité. Je pense que la force qu'on a eue, c'est qu'on a commencé avec une croissance qui était relativement, toujours entre 80 et 100%. Mais on n'a jamais fait fois 10, contrairement à pas mal de boîtes qui avaient levé et qui font des croissances plutôt logarithmiques. C'est-à-dire, tu lèves, tu recrutes 50 personnes. Et ensuite, au bout d'un moment, tu atteins un plafond. Nous, on a fait, moi quand je suis arrivé, on était une quinzaine, on faisait 400, 500 000 euros d'ARR. Ensuite, on a été 30, puis 60, puis 120. On n'a jamais eu de phase où d'un coup, toute la boîte change. Et donc, ça nous a permis de maintenir des valeurs, etc. Et potentiellement de continuer à avoir un rythme de 70% avec la ARR de 25 millions. Ce qui est finalement, cette croissance, elle s'appuie sur tout ce qu'on a mis en place pendant les premières années, quoi. Parce que juste à titre de comparaison, sur des croissances de 70%, à vos niveaux de ARR, vous êtes sur quand même le top tiers de ce qui peut se faire, à mon avis, en termes de taux de croissance, je pense, sauf erreur de ma part, sur des boîtes similaires. Comment? Top 10%. Mais ouais, tout à fait. Non, mais c'est important aussi de pouvoir comparer, parce que c'est possible de faire des taux de croissance
plus bas sur ce niveau d'ARR, mais quand même maintenir ce niveau-là est assez exceptionnel et ça, enfin, j'imagine, demande effectivement une vision de développement très soutenue, j'imagine, en termes de produits, de roadmap et de roadmap marché, quoi. Et tu as un des enjeux qui est les people. Là, on est quasiment 400, enfin un peu plus que 400. Et donc, tu as un enjeu qui est de continuer à faire de la croissance, alors qu'en même temps, tu recrutes beaucoup de gens. Parce que la croissance, quand tu es 10, 20, 30, tout le monde performe à 100%. Mais quand tu as 400 personnes, l'enjeu, c'est de travailler pour que tout le monde collabore bien. C'est ce qu'on appelle des coûts d'organisation, qui sont un peu classiques quand tu scales. Et donc, nous, notre enjeu, c'est vraiment cette partie croissance, alors même que la boîte est déjà à un certain stade de maturité. Et donc, c'est ça notre enjeu. Tout à fait. Et j'aimerais qu'on y revienne. On a pris un petit peu d'avance sur tout à fait, juste expliquer ce que Partout fait. Parce que, ça, on en a parlé, ouais. Voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu mieux le produit? Est-ce que vous proposez justement à vos clients? Ouais, nous, en fait, notre métier, c'est d'aider les entreprises qui ont des points de vente à s'adapter aux nouveaux usages de consommation. Et typiquement, on a une conviction très forte chez Partout, c'est dans quelques années, les gens n'iront plus sur les sites internet pour acheter, commander et réserver. Ils feront ça sur des plateformes telles que Google, Facebook, Insta, WhatsApp, Apple. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est les aider à s'adapter à ce grand changement, parce que c'est un énorme changement quand même. Et pour ça, on a conçu plusieurs produits. Un qui les permet d'être beaucoup plus visibles sur ces plateformes, que les gens utilisent au quotidien pour les chercher. Un autre qui leur permet de développer leur réputation pour être davantage choisis par les consommateurs. Et là, on travaille beaucoup et on a fait une acquisition justement dans ce but-là sur des produits qui permettent à nos clients de vendre leurs produits et leurs services directement sur Google, Facebook, Insta, Apple, Waze, etc. Mais très concrètement, pour toi, quand tu utilises nos produits en fait, au quotidien, parce que dès que tu vas sur Google Maps et que tu checkes les horaires d'un Carrefour, c'est nous qui les mettons à jour, bien sûr automatiquement, etc. Quand tu laisses un avis sur un concessionnaire Toyota, en fait, il revient dans notre plateforme. Donc, en fait, quotidiennement, ça sert des millions de personnes, puisque les fiches qu'on gère sur toutes les plateformes, elles sont vues 40 milliards de fois par an. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent ont utilisé nos services, mais sans vraiment le savoir, puisque nous, nos clients, ce n'est pas le consommateur directement, on est en B2B. Donc, ça va être deux types de clients, soit les très grands comptes comme Leclerc ou Crédit Agricole, qui ont des très grands réseaux et qui ont un enjeu de gérer leur réputation, leur messagerie, leur présence sur Internet et toutes ces plateformes dont parlait Thibaut. Et de l'autre côté, tu vas avoir le boucher du coin, le restaurant ou le cordonnier, qui lui a un enjeu de digitalisation pour que quand tu tapes cordonnier sur Insta, Google, Facebook, il soit référencé, que tu puisses le contacter sur WhatsApp, sur Instagram, qu'il puisse faire ses posts sur Facebook, etc. etc. Donc il y a vraiment la brique référencement et la brique réputation derrière qui est induite par ce référencement typiquement. On a de plus en plus, en fait, on fait ce qu'on vend maintenant de plus en plus, c'est une plateforme tout en un. Donc on a même des posts réseaux sociaux. Tu as tes analytics, tu peux analyser quel type de recherche les gens font, quel type de mots-clés sont dans les avis. En fait, notre vision, c'est vraiment que n'importe quel point de vente est dans son portable, l'application mobile partout, que ce soit un concessionnaire Volkswagen ou un concessionnaire indépendant, et que la première chose qu'il fasse quand il ouvre son point de vente, c'est télécharger l'application et gérer toute sa relation client et sa digitalisation sur cette app. Parce qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement complexe. Il y a énormément d'éditeurs, de médias sur lesquels il faut gérer sa réputation, poster, faire du contenu, etc. Donc ça devient en fait impossible de faire du one-to-one, en fait, de gérer, surtout lorsqu'on a un réseau, en fait, avec plusieurs points de vente, quoi. T'as beaucoup de plateformes et tu as aussi beaucoup plus d'informations. Tu vois, genre il y a 6 ans, en fait, on parlait juste des horaires d'ouverture, des numéros de téléphone. Et progressivement, tu as eu des horaires d'ouverture exceptionnels, tu as eu des services, tu as eu des menus, tu as eu des prix, tu as eu des photos, tu as eu des logos, des descriptifs, des promotions, des actualités. Donc ça rajoute beaucoup de complexité. Et en effet, quand tu as beaucoup de plateformes qui ne proposent pas exactement les mêmes informations et en même temps que tu as beaucoup de points de vente, c'est pénible à gérer. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les directions marketing, généralement, ne sont même pas au courant des informations, des points de vente en réalité en temps réel. Donc c'est là où Partout apporte beaucoup de valeur parce que ça permet aux directions marketing et au local de collaborer ensemble pour avoir une base de données qui est la plus à jour possible et ensuite la mettre à disposition des consommateurs sur Google, Facebook, Insta, etc. Et vous avez des chiffres sur typiquement l'impact que peut avoir des mauvais avis typiquement ou une mauvaise gestion de ces plateformes? Moi, j'ai 2 exemples. Il y a un premier exemple, c'est on a un de nos clients qui est un coiffeur à Limoges qui a beaucoup utilisé notre produit de génération d'avis sur Google. Et en 1 an, il a développé son chiffre d'affaires, il a cru de 40%. Donc pour un coiffeur, c'est beaucoup.
Et quand tu tapes coiffeur à Limoges, il est premier dans les résultats de recherche, alors que c'est un indépendant, c'est pas Camille Alban, Franck Provost qui ont beaucoup d'argent investi en SEO. Donc ça, c'est un premier exemple de l'impact de la réputation quand tu l'utilises correctement. Et l'autre exemple que j'ai, qui est plutôt en termes de pertes, c'est on a une enseigne dans la grande distribution qui un jour avait oublié de mettre à jour les horaires d'ouverture de ses établissements pour le dimanche avant Noël. C'est le plus gros jour de l'année pour eux. Et ils ont perdu plusieurs dizaines de millions d'euros cette journée-là. D'accord. Ouais. Et ça me parle beaucoup l'exemple du coiffeur parce que je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde devient beaucoup plus conscient de l'importance en fait de sa réputation, mais je trouve que c'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a de nombreux points de vente qui donnent même des incentives et qui travaillent activement et qui ont leur centrale, qui leur donnent des directives, des OKR là-dessus. Alors que je trouve qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas le cas en fait. Il n'y avait pas encore cette. Et d'un autre côté, côté utilisateur ou côté client, ça force aussi aux entreprises à travailler mieux leur expérience client, ce qui était pour moi absent en tout cas de ma jeunesse, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué, quoi. Potentiellement intéressant aussi, c'est que quand toi tu cherches quelque chose, un point de vente, ceux qui vont remonter, c'est aussi ceux qui ont des bons avis. Donc il y a aussi le sujet qui est clair, c'est que tu sois un restaurant, un docteur, si tu as 2 étoiles sur 5 et que tu as 50 avis, en fait, quand je vais taper docteur ou restaurant, tu vas pas apparaître. Donc c'est même plus qu'une question uniquement de réputation, c'est même une question d'acquisition sur le digital. Après, quand on disait génération d'avis, c'est de la collecte d'avis de clients qui sont déjà venus. Donc c'est vraiment le but, c'est de former un peu. On a plein de points de vente qui ne sont pas du tout digitaux, qui sont des commerçants qui ont parfois 50, 60 ans et qui découvrent un peu ces nouveaux modes de consommation et se disent mais comment les gens trouvent mon point de vente. Et après, quand on leur dit en fait, il faut aussi connecter les messages qui viennent de Facebook, de WhatsApp, en fait, ils ont besoin d'un partenaire de confiance qui leur dit voilà, il y a une seule app. Et nous, on a ce problème quand tu es contacté sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur SMS. Et nous, on est tous là, mais quelle galère de gérer tous ces messages. Et nous, on vient gérer cette problématique pour les réseaux de points de vente et les points de vente. Et cette année, on a sorti 3 nouveaux produits. Donc, en gros, on est vraiment dans une dynamique de croissance forte, à la fois sur l'exécution, qui est plutôt ma partie, mais aussi sur la vision produit, qui est plus la partie de Thibaut. Et les deux sont en même temps. Et donc, on a la possibilité de vendre plus de produits à nos clients existants, etc. Et c'est ça qui a, je pense, créé pas mal de dynamique. Là, ces 2 dernières années, on a vu un gros shift sur notre marché. Je veux juste revenir justement là-dessus. Aujourd'hui, quelle est vraiment votre cible en termes de clientèle? Comment vous la segmentez à la fois sur vos marchés principaux, mais aussi tous vos marchés? Comment est-ce que vous avez le mid-market, l'enterprise et les indépendants entre guillemets, ou vous avez une équipe spécialisée sur les réseaux de franchise? Comment est-ce que vous êtes organisé à ce niveau-là? C'est une question vaste. Ouais, je pense déjà on a 80% de nos clients qui sont des grandes enseignes. D'accord. Des réseaux d'enseignes qui ont plusieurs dizaines d'établissements. Ça, vous l'avez souhaité dès le début? En fait, au début, on a commencé uniquement par ce marché-là. Et à un moment, justement, dans une optique d'aller chercher de la croissance, et aussi parce qu'on a vu une opportunité sur le marché des commerçants indépendants, là, on a commencé à travailler dessus. C'était en 2021. Donc là, ça représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Mais du coup, la majorité, c'est la partie enterprise. Là, tu peux peut-être développer. Ouais, sur la partie enterprise, tu vas avoir des comptes clients qui sont internationaux, parce qu'on est présent dans 150 pays. Donc, tu peux signer un contrat avec un distributeur automobile qui a des milliers de points de vente et qui va dépenser des centaines de milliers d'euros chez toi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le très, très gros client. Après, tu vas avoir le mid-market. Ça, c'est un peu notre marché cœur. C'est historiquement, tu vois, c'est des Leroy Merlin, des boîtes qui ont des Castorama, qui ont 300 points de vente environ. Et après, tu as ce qu'on appelle les SME, qui sont toujours dans notre segment enterprise. Et là, c'est plutôt des 20, 50 points de vente. Et après, tu as l'autre partie dont parlait Thibaut, qui est les SMBs. Et les méthodes de vente, elles sont vraiment très distinctes pour le marché d'enterprise et le marché SMBs. D'accord. Et est-ce que sur le marché justement SMB, vous êtes, c'est du self-service? Pas encore. Pas encore, ok. Non, au début, on a vraiment commencé à la dure, entre guillemets, cold calling, appeler des commerçants qui ne s'attendaient pas à recevoir notre coup de fil et leur proposer notre produit, quoi, et voir si ça marchait. Et ça a bien plu, en effet. Enfin, on voit qu'il y a un vrai intérêt sur le marché, un vrai besoin d'accompagnement, aussi bien à travers un produit qu'à travers un service. Donc ça fonctionne bien. Et là, progressivement, on est en train de transiter d'un modèle qui est très concentré sur l'outbound, finalement, à un modèle où il y a de plus en plus d'inbound. Et l'objectif, c'est ce que Thibaut mentionnait tout à l'heure, c'est qu'à terme, les gens puissent télécharger l'application mobile et s'onboarder seuls et utiliser l'app en autonomie, quoi. D'accord.
D'accord. Et donc sur la partie plus enterprise, là vous avez des grosses équipes commerciales du coup. Vous êtes organisé en AE, SDR ou Ouais, tu as une segmentation qui se fait sur le parcours client de manière assez classique. Tu as BDR, SDR qui vont être sur la génération de rendez-vous. Tu vas ensuite avoir les accounts exécutifs, les AE, qui vont faire le cycle de vente. Ensuite, une fois que tu signes, ça passe au Customer Success, qui eux sont les interlocuteurs, mise en place de projets, gestion de renouvellement, adoption. Et ils sont maintenant en binôme avec les Key Account Managers qui, eux, vont être des sales focalisés sur les ventes additionnelles qu'on segmente entre upsell, plus de licences, et cross-sell, plus de produits. là sur tous vos comptes enterprise vous mettez des cams? Non, que sur la France et un peu en Espagne, mais c'est une stratégie Mais là, ça va devenir de plus en plus. un gros axe de croissance quand même. Parce que là, on a de plus en plus de produits. Mine de rien, la manière dont quand tu tournes ton produit en termes de packaging et de pricing, ça peut être des levées de croissance intéressants. Donc la partie CAM, pour nous, c'est un effort important. Je vais juste justement mettre le point là-dessus parce qu'en fait, du coup, vous avez une base installée qui commence à être assez importante. Donc j'imagine qu'aussi que votre focus acquisition, VS, upsell, cross-sell a évolué au fur et à mesure du temps. Comment vous dites, voilà, il faut que j'investisse davantage sur mes ressources justement en CAM, en upsell, en cross-sell. Enfin, à quel moment vous vous dites, là, faut qu'on augmente l'investissement là-dessus. C'est moins un sujet d'acquisition sur mon marché cœur, par exemple. Est-ce que vous avez des benches là-dessus? Et est-ce que vous pouvez en fait parler aussi du fait de votre innovation produit? En fait, comment est-ce que vous avez un process ou comment dire un secret de sauce là-dessus pour dire bah tiens, faut que je sorte tant de produits par an, enfin tant de nouveautés, tant d'innovations, il faut que j'investisse plus sur mes cams. Enfin, comment vous prenez ces décisions-là typiquement? Parce que c'est des arbitrages qui sont pas toujours évidents à détecter et à faire. Je pense que le moment où on s'est dit qu'il fallait qu'on aille vers les cams, c'est probablement parce que on avait beaucoup de produits et on voyait que les commerciaux en acquisition étaient plutôt à l'aise à vendre certains produits qui Ils comprenaient étaient plus l'offre évangélisés, globale, tu quoi. vois. Mais toi, Et au final, il y avait des produits qui étaient peut-être un petit peu délaissés et pour autant, on sentait qu'il y avait un intérêt du marché. Et donc, on s'est dit, voilà, les cams, c'est un bon moyen parce qu'on a déjà développé une relation de confiance avec le client qui est déjà équipé d'un ou deux produits. Et donc, grâce au cam, on va lui en mettre un troisième ou un quatrième et renforcer la collaboration avec lui. Je pense aussi que tu as un aspect maturité. Tu vois, quand on est arrivé au début du marché partout, en France, le taux d'équipement sur des solutions comme les nôtres était très faible. Donc, tu avais un enjeu qui est clairement de prendre le marché. Donc, tu as un enjeu de conquête, d'acquisition, et tu rentres avec un produit qui est un produit sur lequel maintenant on est leader européen, mais c'est un pied dans la porte. Et en fait, le taux d'équipement est monté assez vite. Aujourd'hui, tu as 30-35% des enseignes avec multiples points de vente qui ont une solution comme nous. Et donc là, tu peux prendre ta base installée et commencer à lui vendre. Après, on s'est lancé en Espagne, on s'est lancé en Italie, donc on est devenu leader espagnol, leader italien, tout ça basé à Barcelone. Et donc là, on commence seulement à pousser les autres produits parce que la base installée est plus faible. Par contre, sur des marchés où on est peut-être plus sur de l'acquisition, c'est encore les marchés type Amérique latine, où on est présent au Brésil et dans tout l'Amérique Ah oui, j'avais vu hispanophone. ça sur le Brésil, ouais. Ouais. Et toute l'Amérique hispanophone. Et maintenant, on s'est développé aussi au Moyen-Orient. Et plus en termes d'état d'esprit, je pense qu'il y a aussi une phase actuelle qui est une phase un peu plus compliquée de manière générale pour l'économie. Et nous, notre vision, c'est que quand tu es dans une phase d'économie qui est un peu plus restreinte, tu as tendance à faire plus confiance à tes partenaires actuels installés qui t'ont fourni un super service et donc de plus leur faire confiance et donc d'augmenter ce que tu dépenses avec eux. C'est ce qu'on fait actuellement. Tu vois, on ne va pas tester de nouveaux trucs, on va vraiment prendre les solutions qui marchent bien et les étendre et leur payer plus parce qu'on leur fait confiance. Et potentiellement, il y a des sujets de prix. Donc là, notre focus, il est en train de shifter pour deux raisons. Pour une raison qui est la maturité, mais possible pour une deuxième raison qui est aussi les conditions macroéconomiques. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à faire beaucoup d'acquisitions, mais je pense qu'il y a un shift un peu tout à fait. naturel. Effectivement, tu peux être aussi plus efficient avec tes partenaires, développer des relations plus fortes en ce moment. Là, on prend partenaire après partenaire, on se dit est-ce qu'on utilise au maximum tout ce qu'on a tout acheté à fait. Et là, c'est le moment potentiellement dans les partenaires qui disent vous l'utilisez bien, mais vous pourriez aller plus loin. Et c'est le seul endroit où on dépense plus en ce moment. Et typiquement, sur cette stratégie justement internationale, ça n'a pas été. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes quand même sur des marchés très différents de la France. Vous avez un country manager typiquement là-bas ou vous gérez ça depuis la France, sur le Brésil par exemple? Alors, en fait, on a eu. L'approche a un peu évolué dans le temps parce qu'au départ, en 2016, on avait envie de tester d'autres pays pour voir s'il y avait autant d'appétence pour nos produits. Si notre marché, grosso modo, c'était juste la France ou le monde, quoi.
Et on a eu une opportunité avec le meilleur ami de notre head of sales qui venait de déménager en Espagne, pardon. Du coup, on a demandé de nous voir le marché espagnol. On se connaît d'ailleurs. Et Xavier de Benazé. Et du coup, ça a vachement bien marché. Et ensuite, on s'est dit, bah tiens, on va ouvrir l'Italie en plus, directement depuis l'Espagne. Comme ça, on crée un hub pour adresser ces deux marchés. Et ça a bien pris. Et donc, au début, on avait une approche qui était très, on y va localement. Et c'est ce qu'on a essayé de réitérer après dans d'autres pays, notamment au Mexique, au Brésil, en Inde à un moment. Et on est un peu revenu sur nos décisions en disant en fait c'est beaucoup plus facile de lancer un pays directement depuis Paris avec des sales internationaux qui vont prospecter et travailler sur le pays comme ça. Et au bout d'un moment, quand sur un pays donné, on a un revenu qui est suffisamment important, et ben là, on crée des bureaux sur place avec un head of sales. Alors là, on est en train de se dire qu'on préfère faire des hubs, c'est-à-dire plutôt que de faire un head of Colombie, un head of Argentine, on va plutôt mettre des bureaux au Mexique typiquement pour adresser toute la région. Exactement. Et pareil, si on prend un peu un truc macroéconomique, je pense qu'il y a un virage qui s'est fait avec le Covid. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à ouvrir Mexique, on a recruté une personne à Sao Paulo et une personne à Mexico, et donc Sao Paulo pour le Brésil et Mexico pour Mexique. Et clairement, on s'est rendu compte que les gens qui étaient proches de nous, qui étaient formés sur des métiers d'experts, un peu qui faisaient partie physiquement de l'entreprise, et ben, ils performaient mieux, même à distance. Et je pense qu'il y a un gros shift qui s'est fait sur notre marché, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acheteurs, des annonceurs qui sont capables de dépenser 50, 100 000 euros sans jamais avoir vu la personne en physique, et en pure visio. Et ça, je pense que c'était moins vrai à l'époque où on a ouvert l'Italie et l'Espagne. Donc il y avait peut-être parfois des gens qui, depuis Barcelone, ils allaient à Milan, à Rome. Là, aujourd'hui, on peut signer à peu près n'importe quel deal. Je vais revenir juste sur ce que tu disais tout à l'heure sur la base installée. Je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, est-ce que comment tu arrives à évaluer justement, la base installée par pays? Est-ce que tu fais des études par exemple pour le savoir? Est-ce que ça t'aide dans ta décision stratégique de dire ok, ce marché-là, il va commencer à arriver un petit peu à maturité. En tout cas, il va falloir qu'on aille ailleurs, ou qu'on innove, ou qu'on soit plus sur justement la croissance de nos comptes actuels. Je pense que partout, on a été moi, quand je suis arrivé, donc, on était déjà très sales. Et dans l'état d'esprit, Thibaut, moi j'étais directeur financier, directeur d'opération, et Thibaut m'a dit tu seras sales, donc tu auras 3 métiers, et tu dois vendre 100 000 euros. Et donc en gros, moi quand je suis arrivé, il y avait déjà sur le marché français, tous les comptes étaient déjà bien mis. C'est-à-dire qu'on a dans le CRM, pour chaque verticale, tous les comptes, le nombre de points de vente par contre, les contacts qui sont en charge des décisions. Donc il y a vraiment une approche un peu doueur chez partout, et une excellente exécution qui ont fait qu'aujourd'hui, en fait, pour établir ça, on sort notre Salesforce, et je pense qu'on a parlé à peu près… Tout le monde, quoi. On a commencé à un moment ou un autre, parfois on reparle à quelqu'un, on leur a pas parlé depuis 2017, mais en tout cas sur le marché français, espagnol, italien, on a des CRM qui complètent 80% des réseaux, en tout cas. Pas des points de vente indépendants. Sur les points de vente indépendants, c'est 1% de taux d'équipement, tu vois. Et après, ce qu'il faut, c'est pas monter trop de sales parce que sinon tu rappelles toujours les mêmes personnes. Donc voilà, la stratégie d'expansion internationale, d'augmentation du nombre de produits et d'aller sur des très grands comptes et des SMBs, ça permet d'avoir un champ des possibles qui est juste gigantesque aujourd'hui, quoi. Et ça, tu le regardes en termes aussi de MRR sur un pays où tu te dis… En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est pour des très gros comptes, ils ont que notre premier produit parfois. On dit en fait, ils ont un produit, on pourrait leur vendre un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. En fait, le potentiel d'un compte qui aujourd'hui peut dépenser 200 000 euros chez nous, c'est un potentiel à 1,2 million. 1,2 million. C'est là où il y a la croissance en fait. Et là, on a un potentiel, et donc c'est pour ça que chez partout, et je pense que c'est le cas de pas mal de SaaS, le cœur de la croissance pérenne, c'est la satisfaction client. C'est de faire en sorte que tous tes clients, quand tu vas les voir et que tu leur dis j'ai un deuxième produit, ils se disent si c'est aussi bien que le premier, je prends. Et c'est pour ça que la satisfaction client, ça a été un des gros axes de développement, parce que ce soit les référals, les upsells, etc., c'est ta base pour ensuite faire 70% de croissance quand tu as un gros churn et une mauvaise réputation, c'est impossible. Clairement. Je reviens un petit peu sur votre politique RH. Aujourd'hui, vous avez des gros besoins de recrutement. Tu parlais effectivement du shift aussi de mentalité sur le télétravail typiquement, sur la signature à distance. Est-ce que vous en faites un vecteur d'expérience collaborateur, enfin, est-ce que vous avez un vecteur d'expérience collaborateur qui vous a également aidé dans cette croissance en fait, parce que on parle de produit, on parle de marché, mais c'est avant tout l'équipe. Comment vous avez fait en fait pour réussir justement à mobiliser cette équipe qui est aujourd'hui quand même assez conséquente? Je pense que le
le point numéro 1 sur lequel on a mis beaucoup d'énergie depuis le début de Partout, c'est les valeurs de l'entreprise et la culture de la boîte. On est vraiment très, très rigide et strict pour recruter uniquement des personnes qui matchent avec nos valeurs et qui sont capables de les incarner. Et même s'il y a des gens qui sont très compétents et qui ont plein de potentiel, si ça ne matche pas avec une valeur, on préfère ne pas les prendre pour garder cette cohésion et créer un environnement où les gens ils prennent beaucoup de plaisir à travailler au quotidien, à venir au bureau, ils apprennent les uns les autres, ils créent des relations amicales entre eux. Enfin, je pense que ça, c'est ultra structurant et c'est une de nos forces en tant qu'entreprise, c'est d'avoir cet environnement de travail où je pense que les gens sont vraiment épanouis. Et d'ailleurs, ça se ressent. Tu vois, sur Glassdoor, on a combien d'avis 200 Ouais, 200, je pense. 200 avis 5 étoiles, quelque chose comme ça. Enfin, on fait partie des boîtes où tu as quand même une satisfaction collaborateur qui est assez bonne. Et tu vois, dans le recrutement, ça se ressent aussi. On parlait avec notre responsable de toute la partie talent acquisition, donc tous ceux qui font les recrutements. Sur tous les recrutements 2022, donc on a eu quasiment plus de 200 recrutements, tu as un peu moins d'un tiers, qui est des cooptations. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des gens qui nous rejoignent, c'est parce qu'ils connaissaient quelqu'un et qu'ils ont entendu que ça se passait bien, que les valeurs étaient bonnes, qu'il y a quand même une vraie volonté. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on partage très fortement avec Thibaut, c'est qu'on en a parlé à notre séminaire l'année dernière, faire une belle entreprise, c'est pas que faire une belle entreprise sur les chiffres de croissance, de churn, d'ARR, etc. C'est faire une belle entreprise, c'est avant tout faire une entreprise dans laquelle les deux parties prenantes les plus importantes pour nous, à savoir les clients et les people, ils ont une satisfaction qui est excellente. Et si on n'a pas ça qui est maintenu, la croissance, elle n'a pas de sens et elle est d'ailleurs pas possible. Parce que de toute façon, si tes gens partent, tu perds ta connaissance et tu perds potentiellement tout. Et concrètement, comment vous avez fait justement pour relier ça, enfin, comment, en termes de valeurs, est-ce que vous avez quoi, comment vous faites vivre ces valeurs au quotidien en fait? On les a, ouais, c'est pas facile comme sujet, mais déjà on les a définis dès le début et on les a martelés dès le début et on les a intégrés dans les process de recrutement dès le début. C'est-à-dire que dans les grilles d'évaluation, quand tu évalues un candidat, tu es censé justement définir son fit avec les valeurs de la boîte. Ensuite, tu as des formations sur les valeurs quand tu arrives au sein de l'entreprise. On essaie de promouvoir des comportements qui les incarnent. Mais par contre, ce challenge, il revient tout le temps en fait. Et il est de plus en plus dur à adresser au fur et à mesure qu'on grossit. Et je pense que notre force, c'est qu'on a quand même un noyau dur de personnes au sein de Partout qui étaient là déjà au début. La grande majorité sont encore là. Et eux peuvent transmettre les valeurs à tout le monde parce qu'ils les incarnent très bien. Quand je suis arrivé, il y avait une quinzaine de personnes, une dizaine de personnes. Je crois qu'il y en a 11 sur 15 qui sont encore dans la boîte, 6 ans après. Donc en fait, tu as vraiment cette cœur historique. Et on parlait, on disait tout à l'heure, on n'a jamais fait plus que doubler en people. Ça, je pense, c'est la base pour avoir une culture qui est pérenne. Trop dur sinon. Parce que si tu fais plus que doubler, en fait, tu crées des factions, c'est-à-dire des groupes d'individus qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou les mêmes aspirations ou même les mêmes manières et les mêmes intérêts que les autres. Et nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est que les gens qui arrivent, ils arrivent au fur et à mesure et ils sont intégrés, ils peuvent regarder autour d'eux, ils disent OK, ici, il y a un environnement empathique, il y a un environnement avec de la curiosité, il y a un environnement fun, etc. Comment moi je me comporte? Et en 6 mois, ils sont intégrés et d'autres personnes permettent d'arriver. Je pense qu'un des dangers de perte de culture, c'est quand tu as une croissance qui est telle en nombre de people que tu peux pas. Déjà, tu n'as pas le temps de vérifier recrutement que les personnes vérifient tes valeurs. Et en plus, après, tu n'as pas le temps que tout le monde partage la même vision. Et après, je pense que ce qu'on a beaucoup fait et qu'on travaille régulièrement, c'est tout ce qui est rituel et incarnation des valeurs. Donc en gros, on fait tout le temps des workshops, des réflexions. Quels sont les rituels qui sont associés à chaque valeur? Tu vois, on fait les Partout Academy pour la curiosité. On fait venir des intervenants externes, ou nous-mêmes on présente, ou des gens de la boîte, sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec Partout, juste pour promouvoir la curiosité au sein de l'entreprise, tous les vendredis à 17h30. Ça, c'est un rituel pour la valeur curiosité, mais on a, je pense, une quarantaine de rituels différents qui, je pense, participent énormément à la qualité de vie au travail, au bonheur des salariés, au sentiment d'appartenance, etc. Donc à tous les niveaux, que ce soit sur le recrutement, l'onboarding et sur le Même run en tout cas de la vie d'entreprise et les évaluations, vous rattachez à ces valeurs, déjà vous formez et vous les faites vivre via ces rituels au quotidien, quoi. Ouais. Ouais, Mais c'est pas facile. Là, typiquement, on est en train de... Tu vois, nos valeurs actuellement, c'est des mots. Donc typiquement, tu as un mot, c'est simplicité. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient une définition de la simplicité qui était un petit peu différente de la nôtre. Donc justement, on est en train de clarifier en fait ces mots par des phrases qui les représentent et textuellement des exemples
qui disent bah voilà, quand tu fais ça, ça incarne bien la simplicité, et quand tu fais ça, bah, ça ne l'incarne pas en l'occurrence. Ce qui est marrant, c'est quand même que les débats qu'on avait les plus forts, je pense avec Thibaut, ça a été plus sur les sujets de valeur, où on s'est dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire la simplicité, ou est-ce qu'on fait des phrases ou des mots, que est-ce qu'on va en Amérique latine. Je veux dire, c'était est-ce qu'on enlève cette valeur, est-ce qu'on la rajoute, et on a eu plein de fois des débats, parce que finalement, on sait que ces changements-là, c'est finalement des changements qui vont avoir un impact plus fort sur l'identité de l'entreprise que des changements de lancer un produit, par exemple. Mais après, ça veut dire également, en tant que dirigeant, que leader, de ne pas transiger aussi sur ses valeurs. Ouais, ça aussi, c'est dur. Ouais, c'est un peu mon point, c'est comment, j'imagine que vous l'avez peut-être aussi vécu ou appris sur le tas. Moi, j'ai trouvé que c'était la chose la plus difficile, parce qu'en fait, typiquement, sur des taux de croissance élevés, c'est des choses qu'on peut perdre de vue, que le mid-management potentiellement peut également perdre de vue. Et donc, je sais pas comment vous avez fait là-dessus, mais pour moi, En fait, je pense qu'on l'a vécu empiriquement, mais quand tu fais l'erreur une fois, tu le payes tellement cher derrière que tu te rends compte que le gain à court terme, il est négligeable par rapport aux conséquences à moyen terme. Donc, il vaut mieux être intransigeant dès le début, quitte à prendre des retards en termes de taux de croissance, de revenus, de signature. Ouais, vous êtes prêt parce que c'est ça aussi, parce qu'on parle oui, de c'est chiffre ça, de croissance, etc., mais vous êtes prêt quand même à dire, non, ça ne fit pas avec nos valeurs. Enfin, en tout cas, faut que tout le monde fit à fond avec nos valeurs pour que tout le monde soit bien chez nous. Ouais, je pense que c'est le moment où la croissance, elle peut devenir nocive, c'est quand ça t'en fait une obsession, tu vois. Tu te dis, non, il faut absolument que je fasse ça, et le reste, on verra. Nous, c'est pas notre cas. En fait, la croissance, c'est bien, et c'est assez grisant, tu vois, mais c'est pas du tout notre priorité. Notre priorité, c'est de créer une boîte qui sera encore là, et de suivre notre vision d'entreprise qui est Make Things Right, tu vois. C'est ça qui nous drive au quotidien, et de faire un super produit que les gens adorent, utilisent, et qui puissent les aider à développer leur activité, quoi. Et typiquement, pour vous projeter dans l'avenir, quelle vision vous avez pour justement ces prochaines années? Enfin, déjà cette année, mais potentiellement l'avenir, parce que c'est vrai qu'on vous voit, vraiment tout exploser en termes de métriques et de croissance. Quelle est la next step pour partout? Je pense que, en vrai, on a vraiment envie d'être identifié par les entreprises dans le monde qui ont des points de vente comme étant le partenaire avec lequel travailler pour s'adapter aux évolutions des nouveaux usages de consommation. Tu vois, Une boîte on a mondiale. envie d'être cette boîte-là, quoi. Une boîte mondiale, clairement, avec un produit qui est identifié comme étant clairement le meilleur, le plus intuitif, le plus simple, et qui les aide vraiment à développer leur business, quoi. C'est ça qu'on veut essayer de construire. Et je pense qu'il y a aussi une notion assez forte. Tu as les chiffres, etc. Je pense qu'il y a deux aspects d'ambition. Tu as une première ambition qui est une ambition sur les chiffres, donc que tu mentionnais, et potentiellement de se dire, OK, on est sur un marché et on a fait les choses bien depuis le début. Potentiellement, il n'y a un peu aucune limite à ce qu'on peut faire, et donc c'est un peu le truc du rêve. Vous êtes qu'au début, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit à toutes les personnes qui arrivent, un peu le truc à l'Amazon, qui n'est pas forcément la boîte qu'on admire le plus, mais it's still day one, qui était leur truc. Donc un peu de dire, on est sur un marché avec une exécution qui est plutôt correcte pour le moment, et donc il n'y a un peu aucune limite business à ce qu'on fait, que Thibaut et moi soient là ou pas, mais dans 15, 20, 30 ans. Ça, c'est un premier aspect. Et il y a un autre aspect, moi, qui me tient à cœur et que Thibaut m'avait dit, ouais, c'était peut-être il y a 2 ans, j'aimerais qu'on soit la boîte en Europe où les salariés sont les plus heureux. Il y a plein de boîtes où les salariés sont hyper heureux. Je pense à Welcome to Jungle, où ça se passe très bien. Il y a plein d'autres boîtes qui font très bien les choses. Je pense que dans des périodes économiques un peu plus difficiles comme celles qu'on est en train de vivre, c'est finalement un truc qu'on peut perdre de vue. Et donc, nous, ça, je pense que c'est un truc qu'il ne faut jamais qu'on perde de vue. Donc, 2 ambitions. Une ambition qui est très business, de dire pourquoi, en gros, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire d'un point de vue business. Et de l'autre côté, une ambition qui est peut-être plus humaine, où on se dit, si un jour on quitte ou quand on quittera la boîte en se disant, OK, on a fait un truc où les valeurs perdureront, et se dire, il y a un truc qui reste humain après. Donc vision très long terme dans tous les cas, que ce soit... Après, c'est ce qu'on veut, hein. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, ce à quoi on aspire, c'est que la boîte soit encore là très longtemps et que les valeurs restent les mêmes, quoi. Ce que je trouve important, moi, pour justement cette vision long terme de croissance, et je pense aussi ce qui permet de délivrer c'est un peu ce double point de vue quotidien, annuel, et puis cette vision long terme qui permet de faire les choses bien finalement à tous les égards. Donc voilà, en tout cas, bravo pour le développement, et merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette expérience, ces insights. J'espère que ça servira à beaucoup, et surtout, j'invite tous les points de vente à venir, qui ne sont pas encore dans votre CRM, du coup, à venir vous découvrir, et aussi aux futurs collaborateurs
de prendre contact avec vous pour faire perdurer cette belle histoire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et petit coup de pub pour le bouquin de Thibaut aussi. Ouais, on n'a pas trop parlé de sales et marketing, mais il y a toute une expertise qu'on a construit pas mal, et je me suis lancé il y a pas longtemps, il y a 1 an, dans l'écriture d'un livre, et je raconte notamment toute l'histoire un peu de partout, mais d'un prisme sales et toutes les bonnes pratiques qu'on a mises en place, sachant qu'on a plus de 160 sales dans la boîte et que ça a pas mal scalé. Donc en gros, l'idée c'était de reprendre toutes les bonnes pratiques qu'on avait mises en place. Et comme c'est assez difficile, je pense, de sortir un bouquin et qu'il soit lu par plus de 100 personnes, comme j'ai passé 1 an, je le dis à l'occasion pour ceux qui s'intéressent de ce... Parce que là, vous êtes un tiers de sales du coup dans la boîte? Ouais, à peu près, pas un tiers de sales. Sales marketing. Ok. Sales marketing, vous êtes un tiers, vous avez un tiers de dev? Un peu moins. Un peu moins, ok. Ouais, Et 75 sur 400. Et après, c'est des équipes de gestion client, pour veiller à la satisfaction, ce qui est le plus important. Ouais, ok. Et ton livre, du coup, est vraiment sales-based, plutôt sales? C'est plutôt, en fait, c'est plus une réflexion autour du fait que la croissance et la vente doit être un objectif d'entreprise et un résultat du fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise. C'est ce qu'on essaie de promouvoir chez Partout, c'est-à-dire quand on fait une vente, c'est pas qu'une histoire de sales, c'est une histoire du bon produit, de la bonne réputation, des bonnes opérations, des bonnes personnes et donc des bons RH. Et en fait, je pense que ça, c'est un point, on se dit souvent Partout, c'est une boîte sales, mais la réalité, c'est que en fait, on ferait pas de vente si on avait le mauvais produit. Donc, pour moi, on est plus une boîte avec un super produit qu'une boîte sales. Donc, le livre est un peu... Mon objectif, c'est un peu de réconcilier et de dire que de toute façon, on peut être le meilleur sales au monde si le reste suit pas. C'est pas possible. Donc, c'est plutôt une réflexion autour de la collaboration entre les sales et le reste des équipes, et un peu des grilles de lecture pour les head of sales, les CEO et potentiellement même toutes les autres équipes qui s'intéressent à ce truc-là, ce magnifique sujet qu'est la vente, pour partager un peu ce qu'on a vécu, quoi. Et donc, il sera disponible un peu partout, j'imagine. Ce sera normalement courant mai qui sortira. Et comme j'ai beaucoup bossé dessus, donc c'était un... Je serai le premier acheteur. Tiens-moi au courant. Start to Scale. Ouais, ça s'appelle Start to Scale. Ok, voilà. Franchement, pépite, je pense, parce que pas toujours l'occasion d'avoir un retour de terrain, en fait. Donc ouais, effectivement, j'invite tout le monde à Merci dès qu'il sort J'aurais pas osé. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et suivre la chaîne.